Good morning, everyone, and Bonjour à tous, bon après-midi pour ceux d'entre vous qui se joignent à nous de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons les ministres des Finances du Zimbabwe, du Sud-Soudan qui nous parleront des discussions lors des réunions de la Banque mondiale et du FMI, département de la communication, et je suis chargé d'animer cette tribune. Je vous présente Serra Tohon, ministre des Finances et de l'économie et du plan du Sud-Soudan, le docteur Situmbe Musuko Twane, ministre des Finances et du plan national de la Zambie. Et nous avons également le professeur Ntuli Ntube, ministre des Finances et du Développement économique du Zimbabwe. Bonjour, je vous accueille, merci d'être venu ce matin. Et avant d'accepter vos questions, les ministres ont quelques propos de présentation et nous allons commencer par le professeur Ntule. Merci, bon après-midi et bonjour à tout un chacun en Afrique. Nous avons tenu une semaine extrêmement chargée. Nous avons parlé de nos expériences à titre de ministre, également de réseautage, mais également nous souhaitons investir dans nos pays et nous avons parlé avec les investisseurs et également la direction supérieure des deux institutions. Très fructueuses ces discussions. Le message est très clair, c'est-à-dire que nous sommes entrés dans une phase où nous allons avoir un ralentissement de l'économie mondiale et entraîné en partie par la politique monétaire que l'on voit, donc les différentes difficultés dans le monde entier. Et le spectre de l'inflation s'est présenté. C'est ce que nous voyons également dans le monde. Toutes les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt pour faire face à la demande. Mais pour nous, en Afrique, en fait, l'inflation a surgi à nouveau, et dans mon pays, ce n'est pas une exception. L'inflation passe par différentes voies, par les carburants, l'alimentation, les engrais également. Du côté des carburants, alors le pétrole, les cours du pétrole ont été relancés, plusieurs choses. Nous avons des fonds de stabilisation pour maîtriser cette remontée des prix du carburant. Dans mon pays, par exemple, nous avons une taxation spécifique pour les carburants pour modérer ces prix. Pour l'inflation alimentaire en Afrique, dans certains pays, nous avons vu la sécheresse, tout particulièrement en Afrique de l'Est. Et l'exemple en Afrique donc australe, nous avons des difficultés, mais les prix alimentaires sont restés très élevés. Donc il nous faut des mesures pour protéger les plus vulnérables et distribuer de l'alimentation à ceux qui sont les plus vulnérables. C'est ce que nous allons faire dans les 6 mois à venir. C'est une difficulté et la situation va s'aggraver. C'est le message que nous avons dans le monde entier. Et bien entendu, comme je l'ai dit, en Afrique, il nous a fallu remonter les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation. Nous avons donc des contraintes aujourd'hui en termes de dépenses de l'État, mais nous avons une discipline budgétaire qui nous permettra donc de faire face à l'inflation. Il nous faut nous assurer, là encore, qu'il nous faut nous aligner sur l'économie mondiale, encore une fois, face à l'inflation. Merci, professeur. Monsieur le ministre, si vous voulez bien prendre la parole, quelques propos d'introduction. Merci. Bonjour, bon après-midi. En Afrique, j'aimerais abonder dans le sens de ce que le professeur nous a dit. Depuis quelques jours, nous avons tenu des discussions très importantes sur des sujets très pertinents. L'inflation, l'insécurité alimentaire et la dette. La guerre à l'heure actuelle russe contre l'Ukraine a aggravé l'insécurité alimentaire dans nos pays. D'ores et déjà, même avant la guerre, certains pays, mon pays y compris sur notre continent, étaient déjà en insécurité alimentaire. Et cette situation a présenté donc les difficultés que nous rencontrons dans nos pays, tout particulièrement les questions d'espace budgétaire restreint
Et il nous est très difficile pour certains de nos pays que de réagir à cette évolution et à la situation de la sécurité alimentaire aggravée sur le continent. Et en Soudan du Sud, c'est vrai tout autant. Pour régler ces questions, ces difficultés, va exiger un appui extérieur et que nous réajustions nos priorités. Mais pour l'immédiat, dans mon pays, il est nécessaire d'avoir une assistance humanitaire et également un financement concessionnel pour régler ces chocs. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Douanet, quelques propos de présentation. Merci, bonjour, pour moi également, et bon après-midi. À l'évidence, j'ajouterai ma voix à ce que mes deux collègues auront déjà dit pour récapituler les questions, ce qui a été fait. Nous sommes ici, mais nous étions d'ores et déjà conscients des difficultés de l'économie mondiale aujourd'hui, l'effet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la dette mondiale dans certains de nos pays qui doivent aller dans ce sens, l'insécurité alimentaire, etc. Je crois que ce que nous avons vu, et nous le savons, il y a des problèmes, certes, il nous faut trouver le moyen de les régler, ces problèmes, pour que nous sortions de la crise aussi rapidement que faire se peut. Les questions de la dette que la Zambie appuie pour son règlement, mais on en parlera tout à l'heure, mais l'insécurité alimentaire, parlons-en. Il est important de comprendre qu'à certains égards, c'est là une difficulté, mais c'est une opportunité tout autant pour bon nombre d'entre nous en Afrique. Si vous voyez l'approvisionnement en céréales, nous sommes tributaires de l'Europe de l'Est, de l'Ukraine, ce qui ne sera plus le cas, et le monde souhaite trouver un jeu de coude ou des espaces où les conditions économiques sont bonnes, où il y a de possibilités que l'on peut offrir au monde pour pouvoir investir dans ces opportunités et faire partie de la solution. Merci. Merci, messieurs les ministres. Nous recevrons maintenant des questions sur WebEx et du centre de presse. Si vous vous êtes joint à nous sur Internet et le centre de presse, vous pouvez lever la main et poser vos questions. Si vous êtes dans le centre de presse, déposez vos questions et je les lirai pour vous. Et messieurs les ministres y répondront. Nous arrivons donc à la première question qui nous vient de Rachel Savage de Reuters. Rachel, êtes-vous là? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Merci, messieurs les ministres. Pourriez-vous évaluer le cadre commun comme étant une réussite ou un échec, étant donné que les créanciers du Tchad ont déclaré que l'allègement n'était pas nécessaire et le ministre des Finances du Tchad en disconvenait, la Zambie? Monsieur Kouane, votre processus est relativement lent à cet égard. Qu'en dites-vous? Messieurs les ministres, je vais y répondre parce que nous sommes sur la voie de la question qui nous a été posée, c'est-à-dire le cadre commun. Je dirais tout d'abord que, selon nous, c'est le seul moyen qui est disponible à l'heure actuelle pour régler la crise de la dette qui est la nôtre. Je ne saurais imaginer une autre voie qui serait disponible à l'heure actuelle. C'est ce qui est à notre disposition et nous avons décidé dès le départ de nous engager dans ce processus. Il nous aura fallu du temps parce que, à partir du moment où nous avons décidé que c'était la voie à suivre,
jusqu'au moment où ceci aurait dû être conclu en termes de négociation, nous n'y sommes pas arrivés encore. Mais je crois que nous avons traversé les repères les plus importants. Tout d'abord, un programme du FMI en place, assurance des créanciers officiels qui a été accordé. Et ce que nous escomptons maintenant, c'est d'arriver à un protocole d'accord. Et après les négociations, c'est vrai, cela prend beaucoup de temps, trop de temps, mais nous sommes sur la bonne voie. La question qu'il nous faut nous poser, c'est quoi l'autre option? Je ne vois aucune autre option. Tout ce que je peux faire, c'est d'engager nos partenaires, les créanciers, à voir que c'est une question urgence. C'est pour cela que nous demandons rapidité, rapidité et rapidité. C'est ce dont nous avons besoin. Je crois que nous allons rester sur la même question. Shuta Kouarka, qui est sur WebEx, peut-être. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Je fais partie de la presse japonaise. Alors, le cadre commun, c'est ma question. L'efficacité de ce dernier. Janet Yellen, secrétaire du Trésor, a dit que la Chine devrait contribuer et partager à faire en sorte que ce soit plus efficace, que ce système. Quel est votre point de vue sur son observation? Messieurs les ministres, merci de cette question. Permettez-moi, cette question portait sur le cadre commun. Comment faire en sorte qu'il soit plus efficace? Eh bien, si je puis aborder la question, et mes collègues continueront, jusque-là, l'élément le plus important, c'est la rapidité. Car nous avons entamé cette route depuis bien un an. Ce n'est pas encore achevé. Et j'estime que pour d'autres pays, bien sûr, je ne veux pas m'exprimer en leur nom, mais cela aura pris encore plus de temps. Donc nous demandons aux créanciers, aux parties intéressées, pas la peine que je vous en donne des noms, tout ce que je peux dire, c'est que toutes les parties concernées doivent savoir que c'est essentiel pour faire en sorte que l'économie mondiale revienne sur la bonne voie, parce que l'Afrique et d'autres, nous participons à l'économie mondiale, mais sans cela, sans régler nos problèmes, nous ne pouvons le faire. Et donc, pour ceux qui sont des partenaires économiques, je répète, la rapidité et la vitesse sont essentielles. Le professeur Montebet. Merci mille fois. Je crois que les principes du cadre commun, c'est de s'assurer que tous les créanciers sont autour de la table. Alors, ceux qui ont des dettes sont autour de la table d'ores et déjà. Donc, pour les créanciers, c'est vrai également. Restructuration de la dette en partage. Ça, c'est le principe. Ce que Mme Yellen nous aura dit, et c'est tout à fait adapté, étant donné ce que nous essayons de réaliser pour nous assurer que tous les créanciers sont traités de façon équitable par IPASU et répondent tout à fait de la même façon pour appuyer donc les pays débiteurs, Zimbabwe, Soudan du Sud, Zambie, et que tous les créanciers soient là pour nous appuyer. Et comme mon collègue de la Zambie l'a dit, la rapidité, c'est essentiel. Nous passons à une époque très difficile dans l'économie mondiale et donc cette dette nous empêche de procéder à notre croissance parce que les créanciers sont trop lents à faire ce qu'il convient de faire. Monsieur le ministre, voudriez-vous ajouter quoi que ce soit? Eh bien, la situation dans mon pays est quelque peu différente car dans le cadre de nos négociations de paix, en fait, la dette est du côté du Soudan, pas de la nôtre. Nous appuyons le Soudan dans ce sens, toutefois. Je suis d'accord avec mes collègues que la question de la rapidité est essentielle. Le Soudan également a quelques difficultés dans le même sens. Une autre question qui nous est posée,
Zambie, Zimbabwe, Julian Peke. Est-ce que vous êtes en ligne? Oui, merci d'accepter ma question. Pour la Zambie, est-ce que vous pourriez... nous avons bien compris qu'il ne faut pas donner des noms ni pointer du doigt. Alors, pour les créanciers chinois, y a-t-il des progrès pour votre pays? Comment régler la dette insoutenable? Et est-ce qu'il y a un programme du FMI à l'horizon si vous pouvez régler ces questions? Merci. Messieurs les ministres, qui souhaitent intervenir? Ah, bien sûr, question pour le Zimbabwe. Le Zimbabwe et sa situation de la dette. Eh bien, nous avons différents fils, si vous voulez, différentes tendances. Tout d'abord, les fonds de bloc pour les investisseurs, dont les fonds ont été bloqués ou réglés très lentement. Après, le programme en cours. Il y a des progrès et nous avons commencé à émettre des obligations de 2 à 15 ans, 20 ans pour régler ce que nous devons aux créanciers. Cela va bien. Ça a été réglé, les instruments ont été émis. Si l'on voit maintenant peut-être comment ces instruments peuvent être échangeables pour cette opportunité, donc nous l'examinons. Deuxième question, la dette pour les agriculteurs blancs. Nous avons un accord que de régler ces derniers, les rémunérer pour toute amélioration de leur sol. Nous faisons des progrès sans départir. Nous avons un instrument qui va être émis, qui nous permettra de régler les agriculteurs au fil du temps. Donc des obligations, donc ce sont des obligations civiles avec coupons, donc et qui seront réglés à certains agriculteurs qui pourront être réglés en partie avant que de régler le principal. Encore une fois, c'est un progrès bien établi. Troisième partie, c'est donc pour la dette pour la Banque africaine et la Banque d'investissement européenne. Et là, encore une fois, c'est la quatrième. Nous avons une quatrième dette, celle du Club de Paris. Alors, qu'avons-nous fait pour ces deux types de dettes? Nous faisons donc des premiers paiements à ces deux banques et aux 17 créanciers du Club de Paris pour nous assurer que nous soyons donc un bon débiteur et pas un mauvais débiteur. Donc ça, c'est pour nous. Mais pendant que nous sommes sur place, nous avons tenu conversation avec la Banque mondiale et le Fonds pour régler la dette de ces deux institutions tout d'abord. Et donc, les collaborateurs, en décembre, viendront pour la revue au titre de l'article 4. Donc, pour les 2 premiers trimestres de l'année prochaine, nous suivrons le programme de référence qui nous permettra d'avoir des ressources pour nous permettre donc de faire le pont, si vous voulez, pour dégager nos arriérés pour toutes les organisations internationales. Et ensuite, nous passerons au Club de Paris en bilatéral pour la dette et ce sera restructuré. Donc nous avons une bonne voie. Nous sommes ravis que le président de la Banque de développement africaine nous a été en fait le porteur de notre message pour intensifier notre engagement alors que nous suivons cette carte de route. Carte. Monsieur le ministre Mosso Kutwane, en ce qui concerne la Zambie, pour répondre à la question qui vient d'être posée. Alors oui, comme tout le monde le sait, la Chine est l'un des plus grands créanciers de la Zambie. Nous menons des discussions avec eux, et cela depuis le moment où nous sommes rentrés dans le processus de ce cadre commun. Alors, bien sûr, nous avons obtenu leur accord et ils ont contribué aux assurances qui étaient nécessaires pour que le FMI nous accorde un programme formel. Nous restons en contact avec eux, nous poursuivons les discussions ainsi qu'avec tous les autres créanciers pour rappeler à chacun que nous ne touchons pas encore au but.
par rapport à ce que nous souhaitons obtenir et réaliser, mais que nous progressons. Et pour le moment, donc, le processus est enclenché. Il faut reconnaître également, bien sûr, que les créanciers ont des intérêts différents, des perspectives différentes. Il s'agit en effet d'un groupe diversifié d'institutions qui viennent de différents pays. Il y a aussi les créanciers privés. Chacun d'entre eux peut avoir sa propre perspective, mais c'est notre devoir à tous, nous qui souhaitons que ce cadre commun réussisse, c'est à nous de faire en sorte que chacun prenne part à ce processus afin que nous atteignions l'objectif fixé. Alors, nous avons reçu un grand nombre de questions ce matin sur WebEx et je vous remercie tous. N'hésitez pas à vous joindre à nous sur WebEx. Nous avons une question de Raoul Voulou de Bloomberg. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors, je ne le vois pas, mais je vais vous transmettre sa question. Le ministre des Finances donc de Zimbabwe, en fait, pendant combien de temps est-ce que vous pensez que les taux vont rester élevés? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que la croissance stagne dans le pays? Professeur Ntule, en fait, merci pour cette question. Il est très clair que pour que nous parvenions à la stabilité dans l'économie de Zimbabwe ou où que ce soit, il faut sacrifier un peu de croissance. Nous avons déjà réduit la trajectoire de croissance pour 2020-2021. Nous l'avons abaissé parce que nous sommes bien conscients que pour parvenir à la stabilité, il faut ralentir la croissance. Les taux d'intérêt sont élevés à ce stade et nous sommes ravis de constater également que l'inflation devient plus modérée, ce qui est positif. En glissement mensuel, nous avons moins de 3% d'inflation et on préférerait 1%, bien sûr, mais nous savons que ce sera plus difficile à obtenir. Mais voilà, en fait, notre objectif. Donc, une fois qu'on aura constaté donc sur la durée cette baisse de l'inflation en glissement mensuel sur 3 mois, par exemple, à ce moment-là, on pourra envisager d'abaisser les taux d'intérêt. Mais pour le moment, ce régime monétaire strict subsiste, de même qu'une politique budgétaire stricte. C'est ce qu'il faut pour avoir la stabilité. Merci. Simon Ateo, vous êtes parmi nous et vous avez quelques questions également. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Je m'appelle Simon Ateo, News Africa Washington, et je vous remercie de prendre ma question. Messieurs les ministres, au cours de ces derniers jours, nous avons entendu tous ces experts au FMI et à la Banque mondiale qui nous ont parlé des économies de vos pays. Par exemple, en Zambie, ils disent que l'année prochaine, il y aura une croissance économique de 4%, 2,8% pour le Zimbabwe et 5,6% pour le Soudan du Sud. Donc, est-ce que c'est quelque chose, effectivement, que vous percevez sur les terrains? Nous souhaiterions entendre votre perspective sur votre situation économique, les défis que vous avez mentionnés, ainsi que vos besoins. Monsieur le ministre Dientonho, vous avez la parole. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie pour cette question. Bien sûr, l'environnement actuel qui est le nôtre est complexe. Et parfois, cela nous amène à penser que l'avenir sera très sombre pour nous en Soudan du Sud, en plus des chocs externes comme la guerre en Ukraine, la Covid. Nous avons également des problèmes internes qui ont une incidence sur notre économie depuis plusieurs années. Par exemple, les inondations. Sur 10 États, 8 connaissent des inondations. Donc, par le passé, cela a vraiment eu une incidence sur notre croissance. Depuis 2 ou 3 ans, la croissance du PIB en Soudan du Sud a été négative. Mais il y a des perspectives positives pour les années à venir et pour l'année prochaine. Et c'est pourquoi nous estimons que les projections peuvent être raisonnables. Le Soudan du Sud dépend essentiellement de la production de pétrole, et alors que nous allons augmenter notre production de pétrole, et compte tenu des prix actuels, du cours actuel du pétrole, nous estimons qu'il est possible que le PIB du Soudan du Sud
pourrait augmenter peut-être pas de 5,6%, mais ce serait au moins positif par rapport aux années précédentes. Merci. Monsieur le ministre Moukouane. Oui. Alors, cette croissance est raisonnable. Elle semble atteignable. Mais il faut reconnaître qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus dès maintenant. La question de la dette. Et pour nous, comme je l'ai dit, nous sommes en train de résoudre cette question. La question également de la guerre en Ukraine et de l'inflation mondiale, etc. Donc ça, ce sont les questions qui se posent. Mais il faut se souvenir également que, comme je l'ai dit précédemment, certaines de ces questions qui se posent sont aussi des opportunités pour l'Afrique. Et j'ai déjà évoqué la question des exportations céréalières. Ça, c'est une opportunité pour l'Afrique. Je sais que la Zambie et dans une certaine mesure également au Zimbabwe, nous produisons des produits importants pour l'économie verte, avec le manganèse, avec le cuivre, etc. en Zambie, et le cobalt. Donc, et le nickel, effectivement. Donc ça, ce sont des minéraux qui vont être demandés en grande quantité, alors que nous allons opérer cette transition vers une économie mondiale verte. Ce sont donc des opportunités et nous nous préparons à saisir ces opportunités pour pouvoir sortir de cette crise qui offre, comme je le disais également, des opportunités. Donc voilà notre perspective. Ce qui sera essentiel, ce sera de voir comment nous nous préparons en tant que pays, comment les différents pays vont se préparer pour saisir ces opportunités. Cela varie d'un pays à l'autre, mais voilà l'orientation que nous nous préparons à suivre. Professeur Mtule, quelles sont les opportunités à saisir et comment est-ce que le Zimbabwe peut les saisir? Alors, moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'agriculture, et c'est ce qui a été mentionné par mon collègue également. Il y a des pays avec des terres fertiles, beaucoup d'eau. Au Zimbabwe, il y a 10 000 plans d'eau. Et il y a des possibilités d'investir dans l'irrigation, de pouvoir irriguer les terres et de développer les cultures. C'est ce que nous faisons déjà. Pour la première fois en 20 ans, on va produire suffisamment de blé pour notre consommation. On pourrait même en exporter en fonction de notre appétit. Donc, la production alimentaire est une grande opportunité pour notre pays, pour la Zambie, pour tous les pays concernés. Il y a aussi les investissements en minerais. Alors, le Zimbabwe les a pratiquement tous. L'or, l'uranium, le lithium, le cuivre, etc. Donc, et on retrouve la même chose en Zambie également et en Afrique australe. Donc là, il y a des opportunités extraordinaires dans le secteur minier. Mais il faut encourager les investisseurs à investir dans la valorisation pour avoir une croissance de haute qualité. Il y a aussi des investissements dans les infrastructures, l'énergie hydraulique, solaire, la construction routière, aéroportuaire, etc. Donc, ces investissements sont nombreux, offrent de nombreuses opportunités. Dans la plupart des secteurs en Afrique, les investisseurs devraient saisir ces opportunités. Merci. Une autre question de Chaptai Gon, qui est peut-être en ligne. Chaptai, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Je souhaitais revenir sur une des thématiques de la conférence de cette année, c'est-à-dire la réforme de la Banque mondiale. Les États-Unis, l'Allemagne ont appelé la Banque mondiale à s'éloigner du modèle de prêt mené par le pays, mais d'avoir plutôt des projets régionaux, mondiaux et également plus de financement climatique de la part de la Banque mondiale. Alors, j'aimerais avoir votre opinion. Qu'en pensez-vous par rapport au fait de ne plus prêter par pays pour le financement climatique?
Qu'en est-il? Est-ce que, par exemple, cela fera obstacle aux ressources naturelles comme le gaz? Alors, moi, je ne vois pas de contradiction entre ces deux aspects, c'est-à-dire le modèle axé sur les pays pour le financement et le modèle régional. Je pense que dans les deux cas, cela peut très bien fonctionner. Et en effet, des modèles régionaux, cela peut être utile parce que si ça bénéficie à un grand nombre de pays, cela encourage l'intégration entre nos populations et entre différents pays. Le Soudan du Sud a rejoint récemment l'initiative pour la Corne de l'Afrique qui réunit le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie et Djibouti. Nous y participons assez tardivement à cette initiative, mais les pays qui étaient déjà là ont beaucoup bénéficié de cette initiative et ont pu mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives régionales sur le plan des infrastructures, de l'énergie. Donc, nous avons besoin de plus d'intégration en Afrique, car c'est un de nos défis. Donc, les initiatives régionales et le financement de ces initiatives régionales, ce serait quelque chose de très bénéfique et cela ne doit pas être perçu comme étant en contradiction avec le modèle par pays utilisé par le passé. Vous êtes d'accord, Monsieur le ministre? Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de contradiction. La question, en fait, des projets par pays, mais également à l'échelle régionale, parce que comme vous le savez, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de commerce entre nos pays et cela s'explique par le manque de connexion en termes d'infrastructures. Dans de nombreux cas, je vais vous donner un exemple. À l'ouest, notre voisin, l'Angola, qui importe des denrées alimentaires du Brésil, vous imaginez, alors qu'il pourrait importer beaucoup plus de la région africaine. Mais pour le moment, il n'y a pas de route opérationnelle entre l'Angola et la Zambie. Pour le moment, en fait, oui, on essaye de progresser, d'établir ces connexions. Si on se penche sur la question de l'électricité, il y a des pays qui ont des excédents, soit de façon ponctuelle, soit sur une base permanente, mais la capacité d'échanger cette électricité sur une base transfrontalière est limitée. Donc oui, il faut que nous fassions davantage à l'échelle de la région, en particulier sur le plan des infrastructures, mais cela ne veut pas dire pour autant que ce sera unidirectionnel, pas du tout. Donc, voilà ma perspective. Monsieur le professeur Mtuli, une autre opportunité, là encore, de travailler avec les pays voisins. Mais tout à fait, tout à fait. Les ministres de l'Afrique australe ont déjà commencé, par exemple, à travailler sur le développement ferroviaire, un réseau à l'échelle de la sous-région. Et ça, ce sera un projet régional. Il est clair que pour ce qui est du développement des infrastructures, eh bien oui, c'est transfrontalier. C'est une caractéristique de ces infrastructures. Il faut donc une approche régionale. Je suis d'accord. Et je suis d'accord aussi pour dire qu'il n'y a pas de contradiction avec le modèle par pays, parce que les souverains doivent être traités ainsi. Chacun a ses caractéristiques propres, qu'il s'agisse des niveaux de revenus, des niveaux de pauvreté, ou même des manques d'infrastructures, du niveau de la dette, etc. Ce sont des caractéristiques spécifiques par pays. Donc, il faut également tenir compte des spécificités de chaque pays, tout en ayant aussi une perspective régionale. Le changement climatique, c'est quelque chose de réel et on a besoin de davantage de financement climatique dans nos pays. Il y a eu aussi un cyclone qui a ravagé 3 pays et nous avons pu à ce moment-là obtenir des ressources auprès d'un guichet. Donc pour le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe, nous avons pu avoir accès à un guichet régional de la Banque mondiale parce qu'il y avait eu un impact régional de ce cyclone. Donc il faut vraiment qu'il y ait à la fois une perspective régionale et par pays pour les prêts. Merci. Autre question de Happy Zingeni du Zimbabwe. Est-ce que vous êtes avec nous?
Je ne suis pas sûre qu'il soit connecté. Mais sa question était la suivante. Le FMI abaisse les perspectives de croissance économique pour le Zimbabwe. Est-ce que le ministre des Finances va de ce fait réviser sa projection de 4,6 à la baisse? Oui, on le révise à la baisse, non pas parce que le FMI le révise à la baisse, mais parce que les facteurs sont tels que nous devons procéder à cette révision à la baisse. Et en fait, nous nous fondons sur la situation mondiale, c'est-à-dire le ralentissement de l'économie mondiale, mais aussi donc nos politiques strictes, avec un resserrement des politiques monétaires et budgétaires. Tout cela va limiter la demande, de sorte que cela va effectivement va abaisser le volet basé sur la croissance, sur la demande dans la croissance économique. Donc, si nous procédons ainsi, c'est parce que c'est ce qu'il faut faire, pas parce que quelqu'un nous a dit de réviser cela à la baisse. Alors, Monsieur le ministre, je vois que vous avez réagi par rapport à cette question. Alors, pour nous, au Soudan du Sud, je pense que les projections sont raisonnables. En tout cas, c'est notre perspective, c'est notre point de vue. Nos propres projections sont plus élevées que ce qui a été présenté par le FMI, car nous pensons que lorsque nous allons donc traiter des questions des inondations, et par ailleurs, nous participons à une réforme globale des finances publiques, il y a différents éléments qui vont entrer en ligne de compte. Il y aura une plus grande participation au secteur de l'agriculture et nous pensons que les projections sont raisonnables et réalisables. Nous avons d'autres questions pour la Zambie et le Zimbabwe de nouveau. Ils sont très actifs cet après-midi. Donc, il y a donc l'opérateur Transnet d'Afrique du Sud qui est en grève depuis plus d'une semaine. Dans quelle mesure est-ce que cela présente une menace pour les économies enclavées du Zimbabwe et de la Zambie si cette grève se poursuit? Oui, alors nous sommes des pays enclavés. Je suis sûre que mon collègue va ajouter des détails pour la Zambie. Bien sûr, il y aura des incidences, mais nous utilisons vraiment deux ports pour faire entrer les produits, celui de Zimbabwe, celui de Maputo au Mozambique et celui de Durban. Et oui, qui subira l'incidence de la grève de Transnet. Donc, les biens qui arrivent par là, eh bien oui, leur arrivée sera ralentie du fait de la grève. Nous en avons conscience, mais nous avons aussi l'autre port. Le carburant vient pour l'essentiel par le Mozambique. Et je pense que pour la Zambie, c'est assez similaire. Donc oui, il va y avoir un impact, mais je ne pense pas que ce soit une crise qui doive nous inquiéter. Les biens nous parviennent quand même. Oui. Les grèves font partie de la vie, parfois, c'est la réalité de nos existences. Lorsque l'on parle de l'Afrique, de l'Europe ou encore de l'Amérique, les grèves, oui, elles existent. Mais dans l'ensemble, c'est pourquoi notre domaine de discussion de la façon dont nous pouvons améliorer l'infrastructure régionale, c'est ça qui est important. S'il y a une situation sur une voie, les autres itinéraires seront ouverts. Et dans notre cas, toutes les voies dont mes collègues ont parlé, Durban, Bérin, sont utilisées, mais Dar es Salaam également, vers la Tanzanie, et du HB en Namibie. Mais la grande question, en fait, c'est travaillons à l'infrastructure régionale pour qu'elle soit plus efficace. Et aujourd'hui, nous avons une grève. Demain, il n'y aura peut-être pas de grève. Ça sera peut-être une catastrophe naturelle, par exemple les inondations. Si vous êtes tributaire d'un itinéraire, vous avez un gros problème. Il nous faut y travailler à l'infrastructure, et je crois que les institutions financières internationales, c'est là l'un des domaines où tout particulièrement, de par le passé, ça n'a pas été complètement saisi, donc le besoin d'infrastructures. C'est pourquoi, lorsque les autres prêteurs sont arrivés sur la scène et promis une infrastructure, ceux qui étaient touchés se sont dit « Ah ben, c'est exactement ce que nous souhaitons ».
Mais peut-être que l'on a été trop zélé en la matière. Mais il est évident que l'on ne peut connaître développement, tout particulièrement pour les pays enclavés. L'on ne peut avoir un développement solide sans infrastructure jusqu'à ce que l'infrastructure soit réglée. C'était une question qui nous venait de Matthew Riel de Bloomberg, qui est en Afrique du Sud. Et nous avons Krimisha Nadou de Bloomberg également. Bon après-midi, vous êtes en ligne. Bonjour. Une question pour le ministre. Par rapport à la communauté internationale, on nous dit souvent que l'Afrique n'est pas à la table lorsque les décisions sont prises. Est-ce que vous pensez que cela a changé? Monsieur le ministre. Eh bien, l'Afrique, de plus en plus, est assise à la table et qui présente les questions auxquelles sont confrontés nos pays. J'ai représenté le groupe des gouverneurs africains à Washington, le groupe numéro 1, et nous avons présenté notre dossier et attiré l'attention sur le fait que même dans le cadre des difficultés d'aujourd'hui, la grève en Ukraine, il ne faut pas oublier les questions auxquelles l'Afrique est confrontée. Hier, nous avons répété que nous étions certes déçus que le comité du développement n'ait pu émettre un communiqué cette année, et c'est surtout dû à des questions géopolitiques. Nous comprenons les difficultés que présente la guerre en Ukraine avec la Russie, mais ce ne devrait pas empêcher les communiqués de dire qu'il nous faut clarté de ce que devraient faire les institutions du développement. Pour nous, c'est vrai, nous continuons à insister sur cette question, question qui importe à l'Afrique. Mais l'Afrique est à la table. Monsieur le ministre, l'Afrique est à la table. La réalité, c'est que certes, nous y sommes, mais il nous faut être franc et dire que le poids de l'Afrique est moindre à la table lorsque l'on tient compte du fait que c'est un continent qui est le deuxième derrière l'Asie en ce qui concerne la démographie, les jeunes, l'espace. Donc c'est vrai, elle est en lanterne rouge, mais ce sont nos propres faiblesses. Nos économies ne sont pas de la force qu'elles devraient avoir atteint. Donc ça, c'est la réalité de la vie pour les économies. Et c'est les questions qui dominent les sujets. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous faut nous oublier. Il nous faut nous écouter soigneusement, surtout sur le sujet dont on parle maintenant. Comment créer une infrastructure qui est nécessaire pour faire que ces économies soient à la hauteur et fassent partie de la scène internationale. Oui, nous sommes là, mais nous sommes marginalisés. Professeur, même point de vue, certes nous sommes à la table, de plus en plus d'ailleurs, mais nous avons un petit tabouret, si vous voulez, par rapport au fauteuil. Mais la plupart du temps, nous sommes les récipiendaires de l'appui, de l'assistance des sources, plutôt qu'un donateur de ces mêmes ressources. Et c'est une relation déséquilibrée, naturelle, tout simplement. Mais il conviendrait de redresser notre situation, qu'on nous écoute, et l'aide serait beaucoup plus utile si on écoutait
ceux qui la reçoivent disent, après avoir compris mieux compris la situation sur le terrain, et je suis donc plein d'espoir. La situation va s'améliorer au fil du temps. Nous arrivons à l'issue de notre discussion. Ce que j'aimerais, c'est des propos de conclusion de votre part, Monsieur le ministre. Opportunité, réalisme, être à la table. Et au-delà de ce que nous faisons à l'heure actuelle, quels seraient vos termes de conclusion? Je dirais le spectre de l'inflation est une opportunité pour l'Afrique pour être en mesure de produire davantage de nourriture pour nous, pour le restant du monde. Ce n'est pas tant une crise, il nous faut tout simplement nous redresser et être présents. Monsieur le ministre, eh bien, nous avons des opportunités en Afrique et je crois qu'il nous faut être réalistes, il nous faut des ressources pour être en mesure d'exploiter ces mêmes ressources pour le développement de nos populations. Le Soudan du Sud a 650 000 km de superficie, 75% de ses sols sont pour l'agriculture, mais nous recevons une assistance au fil du temps. Donc il nous est nécessaire de demander davantage de ressources pour développer nos propres pays et pour nous appuyer nous-mêmes. Monsieur le ministre, oui, une partie de notre discussion avec nos collègues était d'affirmer nous ne pouvons être réalistes et savoir que le poids de développement de l'Afrique repose sur les épaules de la Banque mondiale et autres institutions. Donc tout ceci est trop peu par rapport aux besoins à l'avenir. L'un des éléments qu'il nous faudrait souligner pour les prêts, donc comment être une catalyse pour amener le capital privé, car c'est ce dernier qui va faire ce qui est nécessaire, les mines, les agricultures, les hôtels qui vont s'ouvrir. Ça, c'est le secteur privé. Mais pour l'instant, il y a dichotomie entre ce que nous recevons de ces institutions et ce qui est nécessaire pour le secteur privé, pour que ces capitaux viennent compléter les effets des fonds publics de ces institutions. Je crois que c'est là l'une des questions. Et nous l'espérons, les institutions telles que la Banque mondiale devront écouter et ajuster la façon dont elles procèdent. Merci mille fois. Merci, Messieurs les ministres, d'être venus aujourd'hui, d'avoir pris sur votre emploi de temps. Rentrez bien chez vous et nous espérons vous revoir lors des réunions de printemps. Merci. Merci beaucoup.